Quels liens unissent la vaste nécropole hellénistique de Qum au village égyptien de Deir el-Médina, les manuscrits shivaïtes de Pondichéry, au site islamique d'Al-Balat en Espagne ou à la statue d'Antinoüs de Delphes. Une communauté de 2000 chercheurs accueillis chaque année en immersion. 120 sites et chantiers archéologiques dans une vingtaine de pays. Près de 800 000 ouvrages dans 5 bibliothèques. Des laboratoires à la pointe de la technologie et des découvertes incessantes qui ont marqué à jamais l'archéologie, l'histoire et le monde de l'art. Le réseau des 5 écoles françaises à l'étranger ne cesse de rayonner autour de la Méditerranée et dans toute l'Asie. Il est le fruit d'une aventure exceptionnelle, commencée il y a bientôt 200 ans. Cette aventure se poursuit après la fondation de l'école d'Athènes. Au lendemain de la défaite française de 1870, la Prusse victorieuse transforme en institut germanique l'Institut de correspondance archéologique de Rome, qui, depuis 1829, rassemblait des savants de diverses nationalités. Dans le contexte de la rivalité franco-allemande et de l'unification de l'Italie, 3 décrets, entre 1873 et 1875, instituent l'école française de Rome, l'EFR. Ardent défenseur d'une présence de la science française à Rome, le jeune Albert Dumont fonde d'abord la section romaine de l'école française d'Athènes, dont il prend peu après la direction. Les Athéniens y reçoivent une initiation à l'archéologie et aux antiquités étrusques et romaines, alors mieux connues que les monuments grecs, avant de gagner la Méditerranée orientale. Cette succursale prend vite son autonomie. Ses membres sont d'abord accueillis à la Villa Médicis, où ils nouent d'étroites relations avec les pensionnaires, puis à la Villa Strozzi. Ils s'installent ensuite, en 1875, au dernier étage du Palais Farnèse, un des plus célèbres édifices de la Renaissance, où ils se consacrent à leurs travaux sur Rome et l'Italie. Une situation qui se révélera déterminante pour la destinée de l'école, son insertion locale et la continuité de ses relations avec l'ambassade de France, qui s'y trouve également installée. Les membres, qui prennent le nom de Farnésiens, s'attachent à ce patrimoine et illustrent, grâce à leurs études, l'histoire du palais, de ses collections et de ses différents occupants au cours du temps. Au milieu des années 1880, l'exceptionnelle mosaïque des voltigeurs de la fin du 1er siècle de notre ère est redécouverte dans les sous-sols sous une couche de limon du Tibre. Il s'ensuit une première campagne de fouilles en 1893. D'autres suivront depuis les années 1970, dévoilant divers vestiges antiques. Avec Auguste Geffroy, son premier directeur à partir de 1875, l'école de Rome s'affirme comme une institution d'histoire et d'érudition, dont les recherches se modèlent sur les extraordinaires ressources qu'offrent non seulement le sol, mais aussi les bibliothèques et les archives d'Italie. Dès 1877, le pape autorise un membre archiviste paléographe à étudier les registres des papes avant l'ouverture des archives vaticanes en 1883. Une longue et fructueuse tradition d'édition des textes d'histoire de la papauté et d'histoire religieuse trouve là ses prémices. Les travaux engagés par l'école sur les archives du pontificat de Pie XII, ouvertes en 2020, la poursuivent aujourd'hui en renouvelant nos connaissances sur la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction d'après-guerre. L'école fonde ainsi ses apports scientifiques sur le contact direct avec les sources dont l'Italie recèle une infinie richesse pour toutes les périodes de l'histoire. Cette orientation, une école d'histoire avant tout, s'explique aussi par le protectionnisme du jeune État italien. Car contrairement à la Grèce, l'Italie prend seule en charge les chantiers archéologiques sur terrain public.
Aussi, les membres de l'EFR doivent-ils d'abord se satisfaire de fouiller chez des particuliers, comme à Vulci, en territoire étrusque, sur la propriété de la famille Torlonia. Mais c'est surtout en Algérie, en Tunisie et un peu plus tard au Maroc que les premières générations forgent leur expérience archéologique. Le domaine des antiquités africaines, romaines ou libyco-puniques n'a cessé depuis lors de se renouveler à travers les échanges réguliers entretenus avec les chercheurs du Maghreb. Dès ses débuts, l'école se dote des moyens de diffusion de son exceptionnelle production scientifique. La collection Beffar, fondée en 1876, publie les thèses des membres des deux institutions et lie toujours l'EFR à son aîné. Naissent ensuite en 1881 les Mélanges, une revue internationale de premier plan. Et à partir de 1972, sa collection, riche aujourd'hui de quelques 600 titres. L'école se trouve bientôt à l'étroit au 2e étage du Palais Farnèse. En 1966, elle achète un immeuble délabré situé sur la place Navone, édifié sur les ruines du stade de Domitien. Inauguré lors du centenaire de l'école en 1975, ce second site abrite en plein cœur de Rome résidences, salles de conférences, espaces administratifs et techniques. Il permet au directeur Georges Vallet, archéologue et historien de la colonisation grecque, de donner tout son souffle à son projet de modernisation de l'école, dont les statuts de 1974 posent les bases. Accueil de boursiers, recrutement des membres sur projet, développement des études sur l'époque contemporaine et liens renforcés avec les chercheurs italiens dans un esprit de réciprocité. En 1966, Georges Vallet avait déjà créé à Naples le Centre Jean Bérard pour l'archéologie et l'histoire de la Grande Grèce, dont l'école partage la tutelle avec le CNRS. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie s'ouvre aux collaborations archéologiques avec des institutions étrangères. De grands chantiers, avec leur cortège de découvertes, mobilisent alors les équipes de l'école, à Megara Iblea, en Sicile, à Bolsena, dans le Latium. Bientôt, des fouilles sont conduites dans toute l'Italie, et à Rome même, sur le Pincio, dans les jardins de la Villa Médicis, sur le Palatin, où des vestiges sont interprétés comme la mythique salle à manger tournante de Néron. L'école étend parallèlement ses partenariats à quelques grands sites de Dalmatie, comme Salone, et à Sirmium et Tsaričingrad, en Serbie. Depuis les années 90, elle a encore élargi ses champs d'investigation, en s'ouvrant en particulier aux sciences sociales, de la géographie à la science politique, en passant par la sociologie, tandis que l'histoire du droit et l'histoire de l'art y ont conforté leur place. À ce jour, elle possède la plus grande bibliothèque de recherche française à l'étranger, avec près de 220 000 volumes rassemblés au Palais Farnèse et quelques 200 places de lecture offertes aux chercheuses et chercheurs du monde entier. D'Ostie, port antique de Rome, à Carthage, des îles croates à Pompéi, d'Iglesias en Sardaigne à Apollonia en Albanie, sur d'autres sites en Italie, au Maghreb et dans les Balkans occidentaux, l'école met au service de ses équipes d'archéologues les technologies les plus avancées pour l'étude des sociétés du passé depuis la préhistoire. Avec une passion intacte, elle contribue sans cesse au renouvellement des questionnements et des méthodes scientifiques, de l'étude des monnaies anciennes ou des textes médiévaux, jusqu'aux questions les plus brûlantes de l'Europe et de la Méditerranée contemporaine. L'école de Rome porte ainsi, jour après jour, les valeurs communes au réseau des écoles françaises à l'étranger, le dialogue interdisciplinaire, la collaboration internationale, le goût de transmettre une science ouverte et accessible à tous, sans oublier un irremplaçable ancrage de terrain dans la longue durée de l'histoire.